Non! Je veux pas dire du mal de Transformers 5. C'est pas bon. Je le reconnais, c'est pas bon. C'est pas la première fois que Michael Bay me laisse tomber. Je vous rappelle quand même, j'ai une certaine intégrité. J'adore donc les Transformers. Vous remarquerez qu'il n'y a pas le 3. Parce que le 3 était déjà une catastrophe totale, un truc complètement raté, les sketchs marchaient pas, les personnages étaient insupportables, etc. Il a refait le même en pire. Putain de merde. Non! Et que des saloperies dans les bandes annonces pour te donner envie, mais qui en fait te donnent rien, avec ce film-là, je vois ce que les gens reprochent à Transformers depuis le début. Je vois surtout que les gens ont une zone de, une limite qui se dépasse un peu trop rapidement, parce que pour moi, les autres films étaient vraiment corrects, très bien écrits, très bien conçus. Je voyais pas comment est-ce qu'on pouvait faire des histoires sur des robots qui se transforment en voiture de façon plus intelligente ou plus intéressante. Je trouvais que les Transformers étaient bien assez présents à l'écran et que les humains étaient importants pour pouvoir gérer tout ça, et que le côté complexe, en tout cas multifacette de l'histoire, avec plein de personnages et plein de trucs, était nécessaire pour amener certains points en même temps et se mélangeait toujours. Là, c'est fouillis. Et surtout, c'est inutile et ça fout la merde inutilement. C'est ça qui est tragique, en fait. L'histoire est tellement complexe que je sais... Effectivement, en fait, le début est le pire dans le film. Le climax, c'est intéressant. Le climax, c'est ce que je kiffe bien. En plus, c'est des grosses scènes d'action avec des trucs complètement démesurés, sauf qu'on a absolument aucun attachement émotionnel à aucun des personnages qui est présent dans cette scène. Même si on revient des anciens films, dans celui-ci, ils sont tellement survolés que ça sert à rien. On se situe donc après tout ce qui s'est passé dans les Transformers. Il y a eu la guerre à Chicago, il y a eu le fait qu'ils étaient pourchassés dans le film d'avant et l'espèce d'énorme attaque à coups d'aimants où ils ont été obligés d'aller chercher des dinosaures. Et Megatron était parti chercher ses créateurs. On démarre cette fois-ci avec les légendes arthuriennes, qui durent 15 minutes dans le film. Et ça n'est à aucun moment pour le scénario actuel, c'est juste pour du background. Donc, publicité mensongère à 200%. Pareil pour les nazis qui, eux, représentent 2 minutes. Il y avait une scène avec des nazis qui, en plus, a fait moitié scandale par rapport à l'endroit où elle a tourné et tout. 2 minutes. Grand maxi 2 minutes. Et en plus, ça crée une incohérence parce qu'il y a Bumblebee dedans, et Bumblebee, en principe, il est arrivé sur Terre avec les autres Transformers au début du premier film, c'est-à-dire en tant que comète qui s'est scratché, etc. Donc il est pas censé être là pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc bravo, vous avez créé une incohérence juste pour créer une scène à la con qui se passe avec des nazis, où on en a pas besoin dans le film. Donc là, on commence avec le roi Arthur, parce que à l'époque du roi Arthur, on avait déjà trouvé un vieux vaisseau. À cette époque-là, il y a eu une rencontre entre les humains et les Transformers, qui en fait n'a pour seul intérêt que d'amener à l'histoire à son MacGuffin, qui est un espèce de médaillon qui va déterminer le héros qui va sauver la planète, le chevalier qui doit sauver la Terre. Et en plus de ce médaillon, on a le sceptre de Merlin, qui en fait est un sceptre de Transformers. Alors pour le coup, Merlin est un personnage très très drôle, joué par Stanley Tucci, le personnage était super fun, mais son sceptre donc est un sceptre de Transformers. Et ces deux éléments vont permettre de décider le destin de deux mondes, c'est-à-dire de notre Terre et de Cybertron, le monde des Transformers, puisque les deux planètes sont en fait apparemment liées par quelque chose, et les deux artefacts permettent soit de sauver l'une, soit de sauver l'autre, soit on verra bien ce qui se passe dans le film. Vous pensez bien ce qui va se passer dans le film. Et au milieu de tout ça, il y a des personnages humains qui se mélangent, mais alors ils sont tous là parce que le destin les a sélectionnés. Donc ils n'ont aucune raison d'être là. On retrouve Kate Yeager qui était le héros du film d'avant, ça pourrait être pour ça qu'on lui demande de faire un truc. Non, même pas, c'est juste qu'il est tombé sur le médaillon, et donc du coup le médaillon l'a désigné pour être le chevalier. Donc voilà, et on a une nouvelle héroïne, parce que il arrive pas à garder une actrice de plus d'un film, donc si, Megan Fox il l'a eu 2 films, après au bout de 2 films elle l'a traité de nazi, donc forcément il l'a viré. Oh, je vais vous dire ça maintenant, parce que je vais oublier après. Michaela, qui est donc jouée par Megan Fox, s'appelle... Je me suis rendu compte de ça très récemment, donc je vais vous le dire maintenant parce que c'est l'occasion. Elle s'appelle Michaela Baines. Michaela Baines. C'est Michael Bay en féminin. Michaela Baines. Michael Bay.
Je sais pas pourquoi, je comprends pas pourquoi est-ce qu'il se projette à ce point-là sur cette nana. Alors, en fait, depuis le début, Michael Bay se voit comme une nana canon de 1m85 avec des nichons comme ça. Ce serait bizarre vu les films qu'il fait. Bref, et donc la troisième, c'était la blonde, la mannequin là, je sais plus comment elle s'appelle du tout, celle qui avait droit à un plan cul. Vous savez, le premier plan que vous voyez, elle, c'est un gros plan sur son cul quand elle monte l'escalier alors qu'elle a juste un petit culotte. Donc celle-ci virée. Dans le quatrième, on a eu la fille de Yeager virée également. Elle est partie à la fac et on la voit jamais du film. Je dis, elle est quand même pas morte, elle est juste à la fac, mais non, on la voit jamais du film. Et on a du coup une nouvelle nana anglaise qui débarque comme ça. On pourrait croire qu'elle serait liée à Anthony Hopkins. Elle est même pas liée spécialement à Anthony Hopkins parce qu'il y a Anthony Hopkins qui débarque pour raconter de l'exposition. C'est à peu près le seul truc pour lequel il est là. Il a un petit plan en tête, mais grosso modo, il est juste là pour dire ce qui se passe et voilà ce que vous devez faire maintenant. Donc ils sont même pas spécialement liés. Elle débarque vraiment de nulle part et tu sens que c'est l'espèce de rattrapage de genre oui d'accord, je sais que j'ai fait un plan sur un cul dans le troisième film, donc cette fois-ci je vais vous mettre une nana intelligente et elle va avoir quelque chose à faire. Ouais, sauf que elle a pas plus de raison d'être là et elle est pas beaucoup plus, elle est pas spécialement débrouillarde. Elle demande toujours à Kate Yeager ce qu'il faut qu'elle fasse, même si elle fait des trucs, il faut généralement qu'elle demande ce qu'elle fait. Quand elle fait des trucs, c'est plus parce qu'elle en fait qu'à sa tête et c'est moins vu comme quelque chose d'héroïque. Même si ça reste héroïque à la fin. Bref, elle sert absolument à rien et il y a plein de personnages qui se rajoutent autour et qui sont tous inutiles. La gamine qui est dans la bande-annonce, je ne sais pas ce qu'elle fout là. Je ne comprends pas ce qu'elle fout là. Peut-être qu'il y avait un passage du scénario, enfin un scénario d'avant où elle était plus importante ou un truc. Je ne sais pas ce qu'elle fout là. Il y a tout un tas de petits jeunes avec elle au début qui sont marrants, mais pareil, ils restent pas non plus. Alors que ça aurait pu être marrant d'avoir des gosses pendant tout le film. Ça aurait pu être un truc sympa qu'on n'a pas vu vraiment dans les autres Transformers. Là, pour le coup, il les vire après 3 scènes. Il bosse dans une casse avec un black et qui est là pour être le black de service. Et qui pareil ne sert à rien de tout le film. Il doit être là dans 4 scènes au maximum. Et tu comprends pas pourquoi le film s'emmerde à te faire des scènes d'introduction pour t'introduire ces personnages secondaires qui servent à rien. Il faut que ça reste simple. Simple stupid, comme on dit. Enfin, il faut que ça reste simple, un truc de Transformers. Et avoir des familles, par exemple, comme avec Witwicky et ses parents. Tout le monde détestait les parents de Witwicky, mais d'un côté, ça crée une cellule familiale et ça crée un truc cohérent pour que le personnage s'attache à quelqu'un et de fait, même si on n'aime pas le personnage, on va comprendre ce qu'il fait. Même si on l'aime pas, même si on n'est pas ses parents, on comprend que quelqu'un veuille sauver ses parents. Là, des gens inconnus qui veulent sauver des gens qu'ils connaissent pas. Et encore dans le 4, il avait trouvé des personnages, enfin il avait mis des personnages en plus, mais quand ils étaient pas intéressants, il les enlevait. Par exemple, il y avait un associé à Yeager et il y avait le copain de sa fille. Et tu te dis, là on se retrouve avec 4 personnages d'un coup. Ça fait beaucoup. Enfin, 4 personnages dans une seule cellule, ça fait beaucoup. 3, c'est déjà beaucoup plus facilement gérable parce qu'on peut faire un personnage et 2 autres. C'est plus facilement gérable en termes de scénario. Donc, après une certaine scène d'action, l'assistant de Yeager était tué. Et on enchaînait avec juste 3 personnages, avec le père et sa fille en couple avec un mec à côté. Ça faisait une séparation entre 2 trucs. C'était plus facile. Après, tu pouvais rajouter Stanley Tucci en président d'entreprise et une assistante, et tu pouvais rajouter ensuite les Transformers avec ce qui se passe dans leur coin. Ça faisait juste 3 trucs à gérer. C'était pas trop compliqué. Là, mais c'est un bordel. Un bordel complet. Le début du film, on se tape 10 minutes de bataille, de baston arthurienne. Ensuite, on a une séquence pour t'expliquer que il y a des Transformers à Cuba, et parmi eux, le Simons, le mec de la section 6, celui qui est joué par John Turteltaub, John Turturro, celui qui était en jockstrap et en machin dans plusieurs films, celui qui est assez ridicule, celui qui se fait pisser dessus par Bumblebee dans le premier film, vous vous en souvenez normalement. Donc on a une scène pour montrer qu'il existe encore et qu'il est à Cuba, qui fait en même temps une petite voix off pour nous dire le monde a changé, maintenant il y a une unité d'élite spéciale contre les Transformers, donc on voit l'unité d'élite spéciale contre les Transformers. Ensuite on arrive à Chicago, parce qu'à Chicago il y a des gosses qui vont enquêter sur un truc, et les gosses tombent sur la gamine que vous voyez dans la bande-annonce, qui ensuite va nous mener à Yeager. 3 étapes pour arriver au héros, quoi. Sans compter les scènes qu'il y a avant. Là je parle juste du moment où on commence à rentrer dans l'histoire et qu'on prend les gosses qui vont à Chicago faire une descente et essayer de voir des aliens morts. Et le bordel pour arriver juste à trouver ton personnage, quoi. Et il y a vraiment cette notion de bordel est vraiment super présente, parce que il y a cette notion qui avait un tout petit peu dans certaines scènes des anciens Transformers,
et qui là sont vraiment trop fortes, qui étaient à fond, beaucoup trop fortes dans le 3. Et vous allez comprendre ce que je veux dire. Le côté bordel, le côté, les scènes où il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, la caméra arrête pas de bouger, et tous les personnages qui sont dans le champ, gueulent. J'hésite entre gueuler et hurler. Gueule. Tous les personnages qui sont, donc j'ai fait gueule. Tous les personnages qui sont dans le champ, gueulent. Mais ils gueulent comme des bœufs, et tu fais, fermez-la! Fermez-la! Tous! En même temps, là, tous! Taisez-vous! Laissez-nous comprendre ce qui se passe, putain! Pourquoi est-ce que vous essayez de nous perdre? Au tout début, quand on arrive à la casse de Jaeger, pour comprendre qui sont les personnages qui sont dans la casse, et je crois que c'est pour ça qu'il les fait tous parler en même temps, c'est parce qu'il veut nous montrer qui est dans la casse, mais oh là là, il y a un plan sur un personnage qui est en train de faire un truc. Ensuite, il y a un plan sur Jaeger qui hurle sur le Dinobot de recracher la voiture. Ensuite, il y a un plan sur celui qui ressemblait à Gimli dans le film d'avant, qui va gueuler et qui va faire une remarque. Ensuite, il va y avoir un plan sur la gamine qui fait, oh, je suis toujours là! Et Jaeger qui se retourne et qui fait, oh non, fous-moi la paix! Et puis ensuite, le Transformers va recracher la bagnole. Et puis après, il va retourner la tête et il y a un autre truc qui va sauter et puis un machin. Et puis là, les Transformers s'accueillent à coups de bombes. Je mélange tous les mots en même temps. Les Transformers s'accueillent à coups de bombes. Donc d'un seul coup, vous avez un Transformers qui arrive, et il y a un mec qui envoie une grenade, et POM, il y a un truc qui pète, et puis les mecs sont là, oh, t'es chier quand même, et puis il arrive en dodelinant et tout, et tu... Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? C'est qui tous ces hystériques là, à l'écran? C'est quoi ce bordel? Ils sont complètement fous tous! Complètement dingues! Donc, c'est vraiment le côté que les gens reprochaient d'habitude de Transformers, mais vraiment poussé au max. Et là, vraiment, je comprends ce qu'on reproche. Je viens de penser un truc par rapport au problème de raccord. Megatron a changé de forme par rapport au film d'avant, et je sais pas pourquoi. Ils avaient trouvé dans le film d'avant le Transformium, qui était le truc qui permettait de faire des Transformers qui se changeaient en n'importe quoi, n'importe comment, au niveau moléculaire et tout. Et tu fais, putain, ça c'était une super bonne idée, et ça faisait des scènes d'action intéressantes. Les personnages qui essaient de taper, puis les trucs qui se déforment, qui font des tentacules de molécules qui se dégroupent d'un côté, qui se reforment dans un autre, et qui font des machins. En 3D, en plus, ça passait super bien. Et à la fin de ce film, donc Megatron s'était fait recréer grâce à ce Transformium. Ils avaient infiltré l'entreprise qui crée le Transformium pour se créer un corps. Dans celui-ci, il a un nouveau corps, et je sais pas d'où il sort. C'est pas son corps d'avant, c'est pas aussi simple que le Megatron des premiers films, parce que le design est loin d'être simple. C'est pas non plus le design reformé par le Transformium, et d'ailleurs le Transformium est absent de ce film. Il y a plus de Transformium. Ce qui aurait pu être intéressant pour se battre contre la planète d'origine des Transformers, de mélanger des Transformers d'origine avec des Transformers en Transformium humain, ça aurait pu être un truc. Non. Et je sais, il a une nouvelle forme et je sais pas d'où lui vient cette forme. Je sais pas qui lui a créé cette forme, s'il se l'est fait lui-même, si... d'ailleurs, à propos de créer des formes, le fameux créateur que Optimus était parti chercher au début du film a 5 phrases dans le film. Il ne se passe rien de spécial. Il accueille Optimus, il lui fait une espèce de petit discours de lavage de cerveau, et puis ensuite, la planète se dirige vers la Terre, et son plan, c'est de détruire la Terre. Et c'est tout. Et il n'y a pas de réplique en plus, il n'y a pas de machin, il y a que dalle. Donc voilà. Pareil, autre défaut de raccord, Bumblebee, il y a tout un truc sur le synthétiseur vocal de Bumblebee qui avait été réparé à la fin du premier film. Enfin, je sais que du coup c'est une erreur qui date du premier film et qui refont venir petit à petit, mais à la fin du premier film, Bumblebee avait récupéré son modulateur de voix normal, et on savait pas exactement pourquoi dans le deuxième il avait à nouveau son modulateur cassé et il parlait différemment. Et là du coup il y a tout un truc par rapport au modulateur de voix de Bumblebee, mais alors c'est par accord par rapport à ce qu'on a vu, et quand ça arrive, ça n'a aucun sens. Je vais même vous le dire, vous savez quoi, je vais vous le dire parce qu'en plus on s'en fout. Bumblebee se met d'un seul coup à parler avec sa voix naturelle, alors qu'il a toujours son truc défectueux. Donc on sait pas pourquoi, d'un coup, Bumblebee arrive à parler avec sa voix normale, et après cette scène-là, se remet à faire des citations d'autres répliques. Parce que Bumblebee parle en répliques récupérées d'autres films, et il y a une scène où il se met à parler en Bumblebee, et après il se remet à récupérer des phrases dites par d'autres personnes. Pige pas. Je vois pas. Non. Non. Putain, mais comment ça se fait qu'il fait ça? Je me rends compte qu'il y a encore un truc qui marche pas. Enfin, il y a une scène, si je m'étais rendu compte devant la scène, mais je me rappelle plus. Il y a une scène où Bumblebee se fait tirer dessus.
alors qu'il est en train de se transformer, et du coup ça le détache en plein de petites pièces. C'est au tout début du film, hein, donc je vous spoil rien. Ça le détache en plein de petites pièces, et il arrive par la suite à contrôler chaque petite pièce indépendamment. Je ne savais pas que les Transformers savaient fonctionner en plusieurs parties. Aux dernières nouvelles, à chaque fois qu'on a coupé un membre à un Transformers, le membre était inutilisable et il restait par terre, quoi, et on faisait rien. Là, non. Il arrive à faire rouler les roues, il se reconstitue, il se remachin, et il arrive à faire tirer et tout, enfin, il peut tout faire, il est en kit, Bumblebee, maintenant. Je comprends pas. Je comprends pas d'où ça sort non plus, ce truc-là. On dirait que c'est un espèce de nouveau pouvoir qui vient de débarquer et comprends pas d'où ça vient. Il parle beaucoup au niveau de l'univers, disant que il y a plein de Transformers qui débarquent et qu'il y a une guerre. Apparemment, la ville entière de Chicago est fermée maintenant. L'accès est totalement verrouillé, il y a des grillages partout et plus personne ne vit à Chicago apparemment. Il y a des machines à l'intérieur de Chicago. Alors ça ressemble énormément à des Metal Gear dans Metal Gear 4, Sons of Liberty, qui était ou Sons of Guns of Patriot, je sais plus, mais le Metal Gear 4 et bref, ça fait longtemps que j'ai plus joué à Metal Gear, mais les Metal Gear bipèdes qui ont été introduits dans Metal Gear 4, ils sont là maintenant. Donc l'armée a développé ce truc-là, et ces trucs-là ne sont plus utilisés ensuite dans le film. Je comprends pas comment fonctionne ce truc, c'est pas du tout la façon de fonctionner de Michael Bay habituellement. Quand il met un truc en principe dans une scène, il sait le réutiliser plus tard, ou il sait ce que ça peut avoir d'intéressant plus tard. Et là, du coup, ça pourrait être vachement pratique, ces petits robots bipèdes là, et ils resservent jamais de tout le film. Alors que là, TRF, l'entreprise qui sert qui a pour but de pourchasser les Transformers, est active pendant plusieurs parties du film et les attaque pendant plusieurs moments du film, mais jamais ils pensent à prendre leurs robots avec eux pour se battre contre des robots géants. Des génies. Tu m'étonnes qu'on gagne. Oui, bonne question aussi. Alors, tant qu'on était avec Bumblebee, tout le bordel. Ça mange quoi un Transformers? Est-ce que vous avez tous vu le passage de la bande-annonce où Yeager essaye de faire recracher une voiture au tyrannosaure qui essaye de la bouffer? Après, ils disent que les robots vont avoir faim. Ils ne disent jamais ce que mange un Transformers. Je savais même pas que les Transformers mangeaient. Donc je sais pas ce que fait le tyrannosaure avec la bagnole déjà, et je sais pas non plus pourquoi est-ce qu'il y a un truc. Depuis quand les Transformers mangent? Je sais pas. C'est du métal. Pour moi, ils buvaient de l'essence. Après, à part ça, il y a des trucs qui sont introduits, par exemple. Il y a des pics qui se mettent à grandir sur Terre et ils servent à rien. À un moment du film, d'un seul coup, il y a des pics qui se mettent à sortir de Terre, qui grandissent petit à petit. Et tu dis ça va servir? Non, ça ne sert jamais. À vrai dire, apparemment, c'est du teasing pour le 6e film. Mais je trouve ça honteusement mal fait et je trouve ça honteusement mal foutu. Il y a des bébés Transformers. Excusez-moi, j'arrête pas de revenir sur les trucs incohérents et un peu débiles, mais il y a des bébés Transformers maintenant. D'où ça naît un bébé Transformers? Il y a que des mâles. C'est quoi ce délire? D'où ils viennent? Je comprends pas. Pareil, dans les trucs présentés dans le film qui servent pas, il y a une team de méchants à un moment que Megatron essaye d'assembler. Il essaye il passe des accords avec la TRF et il veut faire libérer certains des siens pour envers le monde. Alors déjà, tu emprisonnes des Decepticons, je vois pas pourquoi tu les emprisonnes, bute-les, tu sais très bien que c'est les méchants et qu'ils sont construits pour être méchants, c'est pour ça qu'ils s'appellent les Decepticons, ils sont là pour te deceive, c'est donc te trahir, donc arrêtez de les garder vivants et les enfermer dans une prison, butez-les une fois pour toutes, une fois que vous les avez chopés, c'est ce que vous faisiez avec les Transformers dans le truc d'avant, même les Autobots. Donc tu comprends pas pourquoi est-ce qu'il y en a encore qui sont gardés, mais alors ils ont fait une scène à la Suicide Squad. Le film a l'air de copier énormément de choses en fait, et ça se passe à moitié en Angleterre pour copier certains films qui se sont passés récemment en Angleterre, il y a des trucs un peu à Harry Potter, il y a le côté Suicide Squad, il y a plein de trucs qui ont l'air de comme ça d'être un peu tirés il y a des drones qui ressemblent comme 2 gouttes d'eau à des TIE Fighters, le TIE Fighter spécial de Vador, je sais pas comment il s'appelle. Et donc il y a cette scène où on voit tous les méchants que veut faire libérer Megatron, avec arrêt sur image, et d'un seul coup, le titre du Transformers qui apparaît, et du Decepticon qui apparaît et qui se met à côté de lui. Et tu sais pas pourquoi. Les mecs sont là pour une scène. Ils ont une scène d'action dans tout le film. Si encore c'était un truc vraiment à la Suicide Squad où tu gardais la team jusqu'à la fin, etc. Non. Au bout d'une scène, ils sont morts. Et en fait, c'est ça qui est bizarre avec ce film, c'est contrairement aux Transformers qui fait du build-up, et qui parfois mélange un truc avec un autre pour ensuite arriver à la conclusion finale et au climax, là on a l'impression que on met un truc en place,
on l'atteint, on le résout, et ensuite on va trouver un autre truc. On l'atteint, on le résout, et ensuite on va trouver un autre truc. On dirait un scénario par saut de puce. Et c'est ça qui est chiant, c'est qu'on a jamais l'impression que chaque petit saut est important pour rejoindre le saut global, en fait. Pour rejoindre le truc global. On a l'impression que tout ça est très inutile au final. Et ça sort pour beaucoup de nulle part, donc ça remporte, enfin, ça aide pas beaucoup. Et pour le coup, quand ça se réunit, ça marche pas vraiment. Il y a une scène où ils sont dans une ville au milieu des États-Unis. Un truc à moitié abandonné, vous savez, la ville 4 voies, quoi, la ville où il y a juste une route qui passe et puis vous avez 3-4 maisons sur le long de la route. Et ils sont en train de se battre dans cette ville. Ils vont se réfugier à la base dans une église. Ensuite, ils vont se réfugier dans une tour. Ils arrivent dans la tour et arrivés dans la tour, ils tombent sur le majordome d'Anthony Hopkins, qui est un espèce d'Autobot qui est là depuis apparemment depuis très longtemps, depuis les légendes arthuriennes justement. Ce serait lui qui serait là depuis des années. Et il est là. On sait pas pourquoi, on sait pas comment, mais il est là, il débarque, et d'un seul coup, les personnages se sont retrouvés. Et tu comprends pas pourquoi est-ce qu'ils viennent de se retrouver là, à cet endroit-là, pourquoi est-ce qu'il était là, et pourquoi est-ce que ça s'est mélangé. Les enchaînements sont absurdes, et pour le coup, je le sens même sur le montage, ce qui m'arrivait jamais dans les autres Transformers. Le montage peut vous perdre, parce que le montage est dynamique dans Transformers, c'est-à-dire que le point de focus, là où vous regardez l'action se dérouler, peut changer entre plusieurs cuts, entre plusieurs plans. Vous pouvez avoir, à la base, l'action se déroule de ce côté-là de l'image, d'un seul coup vous avez un cut, et d'un seul coup l'action se déroule de ce côté-là de l'image, et parce qu'on est dans un angle différent, on doit voir le truc différemment. Il y a beaucoup de spectateurs qui disent « Ah, ça me perd, je comprends rien ce qui se passe, etc. » C'est un petit peu plus exigeant, mais c'est pas forcément une mauvaise façon de faire. Là, il y a vraiment des problèmes de montage, parce que je comprends pas à certains moments quels événements viennent de se passer. Juste avant d'arriver dans cette ville, ils sont en train de rouler sur la route à fond la caisse. Les bagnoles sont, donc c'est une course-poursuite, il y a les Autobots d'un côté et la TRF derrière eux. D'un seul coup, il y a des dinosaures qui débarquent, des Dinobots. Je sais pas d'où ils viennent. Je comprends pas à quel moment dans la scène ils débarquent non plus. On a l'impression que les voitures roulent et d'un seul coup il y a un cut avec un robot au milieu du truc et hop, la scène d'action se déroule. Et ça m'a fait ça à de nombreuses reprises tout de même. Ce qui m'était jamais arrivé dans Transformers. Je me suis jamais retrouvé perdu par le montage de Transformers. Là, j'ai été perdu par le montage, donc c'est vraiment, il y a un gros problème. Il y a un truc qui marche pas du tout, quoi. Les ambiances sont tellement bizarrement gérées. Enfin, les scènes d'action vont souvent commencer de façon très brusque par rapport à un truc qu'il y avait avant. Bon, ça peut arriver dans les Transformers, mais là, vraiment, il y a un côté genre, cut et l'action commence direct, quoi. C'est plus une petite scène pour se changer, une petite phrase pour se motiver avant d'arriver dans le combat. Non, c'est cut et directement l'action débarque. Quand on est au début dans la case de Jaeger, donc je vous ai dit, il y a une espèce de bordel où on comprend plus qui parle, qui fait quoi, qui machin, tout le monde se parle au-dessus, tout le monde gueule, etc. D'un seul coup, il y a une espèce de musique mélo au piano qui débarque. On a un espèce de petit coucher de soleil et on a Jaeger qui est en train de marcher, qui est en train de parler de sa fille ou un truc dans ce genre-là, et le truc devient ultra mélodramatique, quoi. Ça devient ultra sensible, ultra niais, et d'un seul coup c'est qu'une espèce de grosse discussion comme ça qui a pas vraiment de sens entre deux personnes qui se connaissent à peine, et en plus entre un adulte et une gamine, donc tu te dis putain mec, tu te fais un peu mener du bout du nez par une gamine quand même. Et d'un seul coup l'ambiance s'arrête et change. Même le générique commence de façon très étrange. On a une réplique de Optimus qui est resté méchant en 2 scènes, hein. Comme tout le monde l'avait prédit, c'était obligatoire évidemment, mais là vraiment il est resté méchant en 2 scènes. Donc c'est quand même très con. Et alors il sort un It's time to go home, donc c'est l'heure de rentrer à la maison. Et là il y a un cut sur un plan, genre un désert, et dès ce cut, réalisé par Michael Bay. Genre on n'attend même pas de voir le truc arriver petit à petit pour dire le générique va démarrer. Non, cut, générique Michael Bay. Il y a un côté rushé dans ce film qui est bizarre, qui est super bizarre au niveau du montage, vraiment. Il y a des moments où je trouve ça incompréhensible qu'il fasse une transition entre 2 scènes à ce moment-là, et surtout qu'il la fasse comme ça. Et ouais, du coup, cette espèce de fin qui débarque brusque, alors qu'on a eu, et c'est vraiment ça fait... D'habitude, la courbe d'un Transformers, ça fait... grosse scène d'action au début, ensuite une petite baisse pour les humains, ensuite une scène d'action, ensuite un machin, ensuite un truc. Ça fait un truc comme ça en courbe, quoi. Là, enfin, c'est un carré. Le truc, c'est... Le film démarre, c'est hop, action, grosse scène d'action, méga scène d'action, d'un seul coup ça s'arrête, d'un seul coup Jaeger, d'un seul coup machin, d'un seul coup grosse scène d'action, et ça s'arrête, d'un seul coup... Je sais qu'on a fait cette critique à Transformers, les 4 premiers, je vous jure
que c'était pas aussi prononcé que dans ce film-là. Et que c'est pour ça que je voyais pas la critique. Pour moi, quand on n'atteint pas le niveau qu'il y a dans ce film-là, dans Transformers 5, il y a pas de quoi faire ce genre de critique. C'est juste une certaine exigence au niveau du montage. Mais là, vraiment, il y a les scènes semblent complètement déconnectées les unes des autres et tu comprends pas ce qui les lie l'une à l'autre, même quand elles sont censées être liées logiquement l'une à l'autre. C'est-à-dire que même quand tu sais depuis le début qu'il y a une troupe qui va arriver à tel ou tel endroit, quand la baston commence, t'as l'impression que t'as l'impression que quand la baston commence, la baston a déjà commencé depuis 10 minutes. Je sais pas si j'arrive à être clair en disant ça comme ça. Donc, je suis très déçu. Je suis très déçu. Je vais même vous dire, il s'est passé un truc pendant cette séance que j'avais jamais vu pendant une séance de Transformers. Des gens sont sortis de la salle. 3 ou 4 personnes sont sorties de la salle pendant la projection. J'avais jamais vu ça. Un autre truc d'ailleurs que j'avais jamais vu dans une salle normale, il y a un problème avec les ratios de ce film. Le truc, c'est que le film est tourné partiellement en pellicule et partiellement en IMAX 3D. Et chaque support de captation offre un ratio différent. Je vous l'ai fait dans ma vidéo sur les ratios de cadre, mes bases du cinéma numéro 3. Et il se trouve que en principe, le ratio reste le même dans un film, et s'il y a un changement, il doit avoir un sens. On a vu par exemple la semaine dernière, il y avait It Comes at Night qui faisait un ratio différent pour les rêves, et etc., etc. Là, il a fait un truc assez ahurissant, mais j'étais déjà habitué parce que c'était déjà le cas dans le Blu-ray 3D de Transformers Extinction. C'est que, ou comme le Dark Knight, mais le Dark Knight c'était mieux fait, il change le ratio d'un plan à l'autre. Le Dark Knight changeait le ratio d'une scène à l'autre. C'est-à-dire que quand il y avait une scène précise qui commençait, Nolan savait que toute la scène serait tournée en IMAX, et donc il tournait tout en IMAX. Là, vous avez littéralement des champs contre champs qui ne sont pas au même ratio. C'est-à-dire que vous allez avoir un champ qui sera en scope, truc comme ça, et vous allez avoir le contre-champ, la réponse du personnage, qui sera en 16/9 complet. C'est assez énervant parce que tu comprends plus en fait à quoi ça sert. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vois qu'il y a à partir du moment où le mec se dit par exemple en 16/9 ça passera mieux pour les plans IMAX, pourquoi tu fais pas tout en 16/9? Parce que du coup, ça fait que le film, là dans la salle où j'étais, on avait un écran qui était censé être un écran en scope. Sur un écran scope, tu projettes un film 16/9, et ce film 16/9, de temps en temps, se recadre lui-même. Donc quand t'as du scope au milieu du 16/9 recadré dans du scope, ça fait que t'as une image qui fait la moitié de la taille de l'écran. Ce qui est légèrement insupportable, ce qui est légèrement con, enfin ce qui est assez absurde, et visuellement je trouve que c'est extrêmement fatigant et très ça détourne l'attention en fait d'avoir ce changement de ratio constant entre des plans, parce que enfin c'est vraiment par plan. Vous pouvez avoir, et en plus ils ont pas même pas tous le même ratio, parce que il y en a qui sont en 16/9 en scope, et il y en a qui sont un tout petit peu moins que le scope, donc en 2.0 par exemple, d'autres qui sont en quoi, je saurais pas dire quel est l'intermédiaire entre les deux là, mais il doit y avoir un truc entre deux. Il doit y en avoir en 1.85 aussi. Donc, enfin, tu comprends pas. Tout est mélangé d'un seul coup dans le truc, et il y a vraiment aucune logique, si ce n'est avec quoi ça a été tourné. Et je trouve que visuellement, c'est dégueulasse. Et c'est marrant parce que ça rentre dans le côté bordélique et par accord du film. On a l'impression qu'il y a un truc vraiment où ils ont eu plein d'idées, ils ont tout découpé, ils ont tout foutu sur une table, et hop, on a fait un méga puzzle avec toutes les idées qu'on avait eues, on a essayé de tout réunir en place. Et malheureusement, elles se mélangent pas du tout les unes avec les autres, enfin, et donc je trouve que ça se ressent presque au niveau du ratio cette fois-ci, parce que même le ratio est difficilement supportable pendant une bonne partie du truc. Donc, c'est un petit peu énervant. C'est un petit peu saoulant, parce qu'en plus ça reste totalement inutile. Enfin vraiment, je vois pas l'intérêt de changer de ratio à chaque plan quasiment quoi. Fais-le à la limite à chaque scène, ça pourra dire quelque chose, mais alors là à chaque plan, c'est assez dégueulasse en fait. On dirait presque que le film est pas fini. Je trouve que c'est ça que ça donne comme impression. On dirait que le film est pas fini, qu'on n'a pas harmonisé tous les plans au même ratio. Je vois pas ce que ça prouve, et si c'est spécialement pour les séances IMAX, parce que je sais que les séances IMAX sont particulières et que des fois on change les ratios, mais à ce moment-là, le diffusez pas comme ça dans les salles normales. Là, pour le coup, Transformers 4, par exemple, je sais qu'en IMAX, il passait en 16/9 et puis il changeait de ratio pendant le film, en fonction de la caméra qu'il avait utilisée. Mais en principe, dans un cinéma normal, en projection numérique classique, dans un cinéma quelconque, t'es censé avoir ton film avec un seul format, à moins qu'il y ait un truc
précis, une décision précise dans la question du format. Mais non, il y en a pas. Alors du coup, avec tout ça, ça fait pas beaucoup de bonnes choses à dire. Dans les bonnes choses, les scènes d'action restent grandioses et restent ouf. Le problème, c'est qu'on n'est pas investi dedans. Et même moi, enfin, je vous ai beaucoup défendu les Transformers pour les scènes d'action et pour le côté divertissement, mais je vous ai dit, même si le scénario était simple et un peu stupide, il est compréhensible et acceptable par n'importe qui. Là, pour le coup, si tu rentres pas dans le scénario, tu t'en fous de la scène d'action qui est en train de se dérouler devant tes yeux, quoi. T'as l'impression que c'est juste une démo technique ou une bande-annonce pour un autre film. Mais si t'es pas attaché aux personnages qui sont dans la scène, ça sert à rien. Donc, les scènes de baston restent impressionnantes et intéressantes en elles-mêmes, mais pas dans le scénario et pas dans le film. Ce qui, du coup, les rend, au final, inintéressantes. Il y a des passages qui sont à Londres, il y a toute une scène de course-poursuite qui se déroule à Londres. Malheureusement, uniquement avec des voitures. J'aurais voulu voir des Transformers à Londres. Les voitures, simplement, je m'en fous. J'ai déjà vu des scènes de course-poursuite en bagnole à Londres, mais voir un Transformers à Londres, ça aurait été un peu neuf. Donc, malheureusement, voilà. Mais ça reste, du coup, intéressant au niveau de l'échelle. Et évidemment, je vous l'ai dit dès le début, mais à la fin, la taille des événements est démesurée. Enfin, on se fait attaquer par une planète entière quasi. C'est assez énorme. Mais pour le coup, je trouve qu'on le sent pas tant que ça. J'ai l'impression que si ça se déroulait vraiment, on aurait beaucoup plus de problèmes avec les entrées dans l'atmosphère et les machins genre là. Enfin, ça arrive un peu bizarrement. Et ce que fait la planète n'est pas vraiment montré. Ce qui me paraît ahurissant, parce que pour moi, c'est pour ça que Bay l'a fait. Mais tout le principe, c'est que la planète est en plein de morceaux, qu'elle est reliée par des câbles, et qu'en gros, elle s'amarre à la Terre en envoyant des morceaux de son écorce qui se plantent par terre, et à la fin, elle rétracte tous ces câbles, et donc elle tire le morceau de truc sur toute la Terre. Donc ça devrait faire une énorme destruction. Il n'y a pas une scène qui montre la destruction que provoque ces trucs. On le voit dans les scènes de combat, là où les personnages sont en train de se battre entre les Transformers et Decepticons, mais entre les Autobots et Decepticons et tout ce qui se passe, mais on voit jamais une ville en train de se faire détruire, on voit jamais un machin, donc on comprend même pas vraiment évidemment en quoi la Terre est en danger. Ils préfèrent s'occuper d'un espèce de geek qui sert à rien, qui rajoute comme ça au dernier moment, au climax, pour à un moment faire une scène d'action. Ils vont tirer sur un truc, ça va tomber sur un autre, mais au final ça va rien changer. Donc le personnage n'aura servi à rien. Plutôt que de s'intéresser à lui, on aurait pu s'intéresser à quelques villes détruites, à voir les personnages par exemple. La gamine, qui était depuis le début, aurait pu être encore à la casse, et elle aurait pu justement avoir un espèce de truc énorme qui est en train de marcher au-dessus d'elle, devoir s'échapper, avoir des Transformers qui essaient de l'emmener en sûreté, des trucs dans ce genre-là. Ça aurait pu faire un truc vraiment intéressant là pour le coup. On avait introduit le personnage, il nous sert plus à rien, on le retrouve en fin de film pour rendre ça intéressant et pour montrer ce qui se passe sur toute la Terre et montrer l'impact du truc. Non, on reste sur une scène de bataille. Alors qu'on a tellement de trucs qui servent à rien autour, quoi. C'est ça qui est énervant en fait, c'est ça qui est un peu saoulant. Et du coup, à la fin, je sais pas ce qui est censé se passer, mais ça me paraît pas cohérent scientifiquement. Ça me paraît pas cohérent scientifiquement, je vous dis pas ce qui se passe, mais s'il y a des gens qui ont vu le film, mettez dans les commentaires, faites des trucs. À mon avis, la Terre serait très bizarre. Enfin, il y aurait d'énormes cataclysmes pour s'adapter à un changement pareil, non? Bref. Donc voilà. En ce qui concerne certains trucs cool, du coup, que j'ai pu noter au fur et à mesure du film. Il y a une réplique que j'ai trouvée marrante. Il y a un moment où Bumblebee donc doit récupérer son synthétiseur vocal. Il se retrouve avec un synthétiseur vocal féminin, ce qui l'énerve, et il balance une réplique. C'est un synthétiseur de voix féminin, mais un de nos synthétiseurs de voix féminin, pas un truc de Transformers. Et du coup, ça fait une voix très monotone de femme. Et il sort un moment, ça fait un peu les trucs de Portal. Et il sort Daytrader is a punk ass bitch. Mais de façon très, vous voyez la voix de synthétiseur. Donc je vais pas essayer de vous la faire, mais bon. Autre petit truc rigolo, il y a un Transformers qui a un accent français pendant tout le film, et je me dis tiens c'est marrant, je reconnais cette voix, je reconnais cet accent, c'est Omar Sy. Rigolo. Omar Sy qui continue sa carrière à l'étranger, et qui nous a fait un X-Men dans X-Men Days of Future Past qui avait 2 répliques. Là pour le coup c'est un personnage un peu plus important, il va finir par avoir un rôle vraiment vraiment cool. Il avait un rôle très important dans Inferno, le truc de Dan Brown là. Il y a un petit, on va pas dire un caméo de Sam Witwicky, donc de Shia LaBeouf, en photo.
C'est dommage, c'est un peu limité, mais il y a quand même un truc, il y a quand même une photo de lui, et c'est con, a priori, qu'il soit pas là. Je pense qu'il était prévu à la base de le remettre dans le scénario et que quelqu'un a dit non, Michael Bay, lui, la production, qui que ce soit. Mais l'ordre qui a prêté une alliance avec les Transformers s'appelle les Witwickians, il me semble. Donc en gros, c'était la famille de Sam Witwicky. Donc ça arrive à être lié jusqu'au premier film. Alors qu'il respecte pas plein de trucs de la saga, mais il arrive quand même à être lié au truc depuis le début. Donc voilà, le petit truc rigolo. On se demandait tous si elle allait avoir Shia LaBeouf. Rapidement, très très rapidement, mais vraiment pas grand chose à dire. Et c'est tout. C'est marrant parce que quelque part, il s'est passé exactement la même chose qu'avec Transformers 3. C'est-à-dire que après Transformers 2, Michael Bay avait dit non, j'en ai marre, je veux arrêter maintenant, et Paramount était venu le voir en lui disant non, vous allez nous refaire une suite, il nous faut un dernier truc, il nous faut une trilogie, vous réalisez le dernier truc. Il a fait un troisième film ça se sentait qu'il avait aucune passion, aucune envie, aucune motivation, et qu'il a été chercher 36 000 trucs, mais tu comprenais pas ce que les choses venaient faire là. Le personnage de John Malkovich dans le Transformers 3, tu sais pas pourquoi il est là. Il ne sert à rien. Et je vous jure, prenez tous les personnages des films d'avant, ils ont tous une utilité quelconque à un moment quelconque du film. C'est tous. Là, pour le coup, enfin vraiment, tu sais pas pourquoi ils sont là. Et donc là, ça semble être à peu près le même truc, c'est-à-dire qu'avec ce Transformers de Last Night, après le 4, que Michael Bay s'était éclaté à faire, tu sentais qu'il avait vraiment envie de faire un truc. Après le 4, il s'est dit, bah non, là maintenant j'en ai marre, je veux arrêter. Ils lui ont encore dit de refaire une suite, et t'as l'impression qu'il essaie de se saborder lui-même en fait dans ce cas-là. Et qu'il comptait pas à ce que le 3 marche à ce point-là, je pense. Et là, du coup, dans le 5, t'as l'impression qu'il a fait exprès de faire toutes les pires solutions possibles, de faire tout ce que les gens lui reprochaient, comme s'il voulait lui-même se suicider au niveau de Transformers, en fait. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très très space, mais j'ai l'impression que c'est vraiment comme ça dans la saga, c'est à chaque fois qu'on le force vraiment à faire un film, tu sens qu'il a pas d'inspiration, tu sens que les trucs sont pas faits pour se mélanger, tu sens que ça vient de nulle part, tu sens que ça vient pas d'une vraie motivation et d'une vraie idée, quoi. Ce qui a jamais vraiment été le cas, parce que même au début, il aimait pas vraiment Transformers, Michael Bay. Il a dit, ouais, Transformers, je m'en fous, c'est des trucs de jouets, je vais rien faire de rigolo avec. Mais petit à petit, il est venu avec l'idée du premier Transformers et s'est dit, ah ouais, non, ça peut faire un truc vachement fun, en fait. Et c'est devenu le film emblématique de Michael Bay. Mais il sait lui-même que c'est limité, il sait qu'il a d'autres trucs à faire et qu'il veut pas les faire ici. La plupart des gens ont l'air de dire que les personnages sont pas importants pour Michael Bay, enfin, regardez ses autres films. Regardez Pain and Gain, tout est centré sur les personnages dans Pain and Gain par exemple. Donc ouais, hélas, ce Transformers The Last Night n'est pas une réussite. C'est typiquement ce que les gens reprochent à Transformers d'être. Et pour le coup, c'est enfin ce qu'ils lui reprochent d'être. C'est-à-dire que pour moi, depuis le début, il n'y a pas de raison de gueuler à ce point-là. Là, il y a des raisons de gueuler. Là, ça y est, là, le truc n'a plus de sens, le truc est bordélique, le truc est gratuit, pas bien fait. C'est ça, pour moi, Michael Bay c'est quand même un réalisateur technique, un mec qui sait parfaitement comment est-ce qu'il doit filmer son truc pour avoir l'effet qu'il veut obtenir. Et je comprends pas qu'il ait fait un film aussi incohérent techniquement. Incohérent dans le scénario aussi, mais incohérent techniquement aussi. Donc je suis déçu, je suis extrêmement déçu. Mais voilà, il faut le dire, hein, quand c'est pas bon, c'est pas bon. Donc là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.